important pour les entreprises, l'intelligence artificielle et donc se former à l'intelligence artificielle. Je suis ravie qu'il y ait du monde et que ça a intéressé des gens. Il y avait plus de 250 inscrits sur le groupe LinkedIn. Après, c'est toujours dur au final de faire sortir les gens de LinkedIn. Et généralement, ils ont plutôt l'habitude de la visio sur LinkedIn. Donc, on va voir jusqu'à combien on monte là aujourd'hui. Mais en tout cas, je suis ravie que ce soit un sujet qui enthousiasme les gens. Ce que je propose, c'est qu'on se présente. Isabelle, à la limite, tu peux commencer. On peut suivre l'ordre de la slide. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Isabelle Hilali, je suis la CEO de Datacraft. Je vous en parlerai un petit peu plus après, mais en quelques mots, on est une start-up, on existe depuis 2 ans et on a un modèle de club pour permettre un échange de bonnes pratiques entre experts de la donnée. Du coup, Thierry. Donc, je suis le directeur du numérique du CNAM, donc le Conservatoire national des arts et métiers, qui n'est plus une start-up, puisqu'on est né en 1794. Et donc, vous savez que tout ce qui concerne la formation tout au long de la vie, les cours du soir du CNAM, ont concerné beaucoup d'entre vous et peut-être dans vos familles. Et Alexandra Penka, je suis en charge de l'équipe Data Intelligence chez Corporate Arval, qui est une entité BNP Paribas. Aujourd'hui, je viens parler en mon propre nom, parler de mon expérience. Et donc, cette équipe de Data Intelligence crée les produits de data science pour tout le groupe et nous aidons également d'autres équipes qui utilisent la donnée chez Arval à développer leurs propres produits. On est les initiateurs, les experts, ceux qui créent aussi des plateformes et qui essayent de transformer notre société dans une société data-driven. Et donc, moi, je suis Sarah Martineau, je suis la cofondatrice et CEO d'IData. Et IData commercialise des logiciels qui permettent d'automatiser des tâches, d'automatiser des conversations, de gérer aussi des réseaux sociaux ou même de créer des webbooks de manière no-code. Voilà. Du coup, je propose de passer tout de suite au contexte. Je vais être plutôt rapide, mais n'hésitez pas à poser des questions sur le côté. Juste pendant le moment où je m'aperçois que quand je partage d'écran, je ne vois pas les questions, mais n'hésitez pas à poser des questions et on y répondra tout de suite. Donc, rapidement sur le contexte, pourquoi l'IA c'est important ? Parce que c'est un sujet devenu central et 90% des dirigeants estiment que l'IA représente une opportunité business pour leur entreprise, donc la grande majorité, et 91% des entreprises leaders réalisent des investissements récurrents dans l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle ? Alors, on en a tous entendu parler et on sait tous plus ou moins que c'est essayer de reproduire en partie l'intelligence humaine. Il y a 2 grandes typologies. Il y a le machine learning. Là, le but, c'est d'enseigner à l'ordinateur à apprendre de nouvelles choses. Donc, il va être en capacité ensuite d'apprendre des nouvelles choses grâce à la manière dont on lui a enseigné. Et il y a le deep learning, autrement dit l'apprentissage profond, où là, l'objectif, c'est de passer outre l'intervention humaine, même dans la partie apprentissage. Donc, c'est 2 choses distinctes, mais qui, au final, se recoupent et vont, on va dire, dans la même direction, développer cette intelligence artificielle. Ça regroupe donc aussi de nombreux sujets et qui vont toucher tous les services. Et c'est pour ça que c'est vital pour une entreprise parce que ça va toucher aussi bien le service RH que le service client et que le service de pricing, etc. Et donc, ça va être des sujets simples, des sujets plus classiques de prédiction. Ça peut être donc des chatbots, des voicebots, ça peut être de la reconnaissance d'images, ça peut être de la voiture autonome, ça peut être de la recherche de sémantique, etc. Avec des sujets plus ou moins matures. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette courbe, mais elle commence à être connue. C'est la maturité de cette intelligence artificielle par rapport aux attentes. Et plus la maturité est faible, plus en fait les attentes sont importantes et ensuite on va venir retomber, il y a une désillusion sur les attentes, on va retomber à des attentes qui sont accessibles jusqu'à être sur ce plateau de productivité qui va faire qu'on connaît les attentes, on sait à quoi s'attendre et donc on va être sur cette productivité et ce plateau de productivité.
Mais malgré ça, donc on voit que c'est encore, enfin, ça ne cesse de s'améliorer et ça ne cesse de se développer. Il y a quand même des projets qui ont déjà vu le jour et il y en a partout. Ça va de simplifier des tâches pardon, complexes, ça va donc on parlait de prédiction, d'algorithmes, ça va être pour améliorer aussi des process ou créer des nouveaux outils, des nouveaux usages. Donc on parle de la voiture autonome ou à minima les petites performances qu'on peut avoir pour améliorer la voiture assistée, pour améliorer la conduite. Dans l'usage de tous les jours, vous avez sans doute vu dans vos mails de la proposition automatique de phrases. Donc, ça peut être dans les mails, dans LinkedIn, dans Microsoft Office aussi, etc. Mais ça peut être aussi pour exploiter du big data dans la santé, dans la recherche médicale, par exemple pour les vaccins avec des grands sets de données. Ça peut être pour optimiser des campagnes marketing ou d'emailing. C'est vraiment partout, détection de fraude, vidéosurveillance, etc. Donc tous les sujets sont touchés par l'IA. Et d'ailleurs, parmi les entreprises qui ont implémenté des solutions d'IA, plus de 50% ont reconnaissent déjà avoir une augmentation de leur productivité grâce à ces implémentations. Donc, tout ça pour dire que l'IA, donc le contexte rapidement, l'IA c'est important, l'IA est partout et donc il faut se former à l'IA. Mais pour bien se former, il faut s'adapter au profil de chaque personne et aussi aux besoins de chaque personne. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans ce webinaire avec 4 axes. Premier axe, c'est comment justement former des métiers qui ont par essence pas forcément besoin de faire de la data science, mais qui ont besoin de participer à ces projets d'IA. Ensuite, pour aller plus loin, comment former ses collaborateurs pour qu'ils deviennent des data scientists, des data analystes de l'entreprise. Et ensuite, une fois qu'on est devenu data scientist, comment on fait pour continuer d'apprendre, parce que on l'a vu, c'est un sujet qui est en perpétuelle innovation et donc il faut continuer d'apprendre, il faut échanger avec les gens et donc quelles sont les bonnes pratiques. Et enfin, on va parler un peu de futur avec Thierry sur les formations et l'IA. Donc, je vais démarrer, moi, sur la partie métier et une grande... voilà, donc c'est moi. Un grand chiffre, c'est que seulement 0,5% de la population sait coder. Et pourtant, on voit bien que ça va toucher tous les secteurs. Donc, il y a eu l'arrivée du no-code, du low-code. Alors, juste un petit rappel pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Le no-code, le concept de no-code, c'est rendre des logiciels utilisables par n'importe qui, même s'il ne sait pas coder. Et le low-code, c'est rendre des logiciels no-code, généralement, avec un passage à la vue code pour que les développeurs puissent facilement les modifier. Et donc, ça va permettre de construire des choses bien plus complexes et d'aller encore plus loin que sur le no-code. Et donc, pourquoi c'est l'avenir? Pourquoi on va sur cette optique, ou en tout cas encore plus sur du low-code potentiellement? Parce que déjà, il y a des échelles de coûts. Le no-code, ça va coûter en moyenne un projet en fonction de l'outil. On va être sur du $1000, là où sur du custom, on va être à plus de 30 000 pour le même projet. Au niveau du temps aussi, parce qu'on va être sur du clic-bouton, sur de la rapidité d'implémentation. Et là où il faut faire par contre attention, parce qu'il y a toujours, c'est jamais tout blanc ou tout noir, ça va être sur la sécurité et sur la scalabilité. Sur le no-code, on va être sur des logiciels très variables. Il va y en avoir qui ne sont pas du tout scalables, en partie sur le coût, sur la sécurité également. Et à contrario, il va y avoir des outils qui vont permettre d'à la fois être scalable et sécurité, mais en tout cas, c'est la petite chose sur laquelle il faut vérifier quand on veut faire du no-code. Et donc, on est convaincus maintenant, en tout cas, j'espère que vous êtes tous convaincus, que l'avenir sera en grande partie grâce à du no-code et donc aussi dans l'IA. Rien que d'ici 2030, le marché du low-code, no-code de la plateforme, ça va générer plus de 187 milliards de dollars de revenus. Et à l'heure actuelle, les fonds d'investissement investissent à plus de 25% dans du no-code. Donc, c'est vraiment en tout cas un tournant dans lequel on veut aller. Et donc, si on va dans un cas concret, donc forcément, je vais parler d'un cas que je connais bien, ça va être les agents conversationnels. Et donc, si on va rentrer dans du no-code en IA, je peux vous parler justement des ressources humaines, quelqu'un qui voudrait faire un chatbot dans les ressources humaines. Et donc, je vais parler avec une DRH. Cette DRH, tout d'abord, elle va pouvoir créer son chatbot, son agent conversationnel en clic-bouton et en utilisant déjà des templates conversationnels, donc des phrases d'exemple qui vont déjà être mentionnées. Et donc, ça va permettre déjà de créer un premier bot, juste en un clic, qui va être capable de comprendre quelques phrases.
Ensuite, elle va pouvoir aller beaucoup plus loin et elle va pouvoir elle-même renseigner ses propres phrases sans être data scientist. Donc, elle va pouvoir créer des intentions, donc c'est-à-dire, par exemple, poser une journée de congé, et elle va juste mentionner quelques phrases d'exemple. Et le rôle de l'IA qui va être derrière, ça va être d'amplifier ces phrases d'exemple et de faire que, en mettant 4-5 phrases d'exemple, l'IA puisse reconnaître tous les cas autour de ces congés, de poser ces congés. Et donc, elle va pouvoir construire son IA très simplement, sans coder, et c'est vraiment ça la force du no-code. Et on va pouvoir avoir une vraie intelligence artificielle utilisant de l'IA dans un service RH. Bien sûr, ça peut faire peur et on a souvent cette problématique quand on va toucher des métiers qui sont pas forcément à la base data scientist ou même scientifique. Le but, c'est de les accompagner dans le temps et au final, après, ils sont complètement autonomes. Pourquoi je vous montre cette courbe-là? Parce que le plus important quand on va faire construire une formation et un projet avec des personnes métiers, c'est cette formation initiale. Donc, c'est comprendre leur usage, former à la personne et surtout concevoir ensemble et échanger en continu sur les bonnes pratiques, etc. pour ensuite arriver dans un terme où les métiers sont justement autonomes sur la plateforme et vont pouvoir continuer de créer des nouvelles choses parce qu'ils connaissent l'outil et ils vont pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc voilà, donc c'était juste pour vous montrer un exemple de comment, en étant un métier, on peut quand même venir participer à des projets IA grâce à des solutions no-code. Si maintenant on veut un peu plus s'intéresser sur comment se former et comment former les collaborateurs pour qu'ils deviennent des experts en data science, je propose de laisser la parole à Alexandra. Merci Sarah. Alors, il y a plein de méthodes de les former et donc aujourd'hui, je vais expliquer ce que nous avons fait chez nous avec quelques parties qui fonctionnent bien, quelques problèmes qui nous restent encore à résoudre, mais bien sûr, c'est juste une manière de partager notre expérience. Depuis 2019, nous avons créé ce qu'on appelle Arval Data Academy, qui est un programme de upskilling pour aider les collaborateurs à acquérir des nouvelles compétences en data analyse et data science. Le concept est assez simple. Il est conçu en deux parties. Une première partie en autonomie de formation online sur Coursera, la plateforme connue Coursera. Et sur cette plateforme, j'ai choisi des cours qui sont de très bonne qualité et adaptés à notre contexte de compagnie. Les personnes font cette formation en autonomie à hauteur de minimum 1 jour par semaine. Donc, c'est vu avec leur manager, leur accompagnateur RH pour allouer ce temps à la formation, mais ils sont face à face avec Coursera en autonomie. Une fois qu'ils finissent ce parcours, qui est en général de 70 heures de formation, mais voilà, c'est très adaptable. Les gens peuvent passer plus de temps s'ils veulent acquérir encore plus de compétences. Donc, une fois qu'ils ont fini, on passe dans une deuxième partie que moi j'appelle data mission, qui est très similaire à ce qu'un stage pourrait être, avec la particularité que la personne, le collaborateur, passera 1 jour par semaine et non pas toute la semaine sur cette mission. Donc, l'objet de cette mission, c'est une sous-partie d'un projet, d'un vrai projet que nous menons, nous, dans mon équipe. Donc, je vous parlais dans la présentation du fait qu'on a une équipe qui créons des produits data science pour l'entreprise. Donc, forcément, on va prendre une sous-partie qui sera l'objet de cette mission. La mission, elle est forte parce qu'elle propose aussi l'accompagnement par un data scientist de mon équipe. Donc, une fois que vous faites partie de ce programme, vous avez acquis des compétences en formation autonome. Ensuite, vous travaillez sur un vrai projet avec vraiment toutes les problématiques qu'on peut rencontrer en entreprise, avec l'accès à la donnée, la data prep, les rencontres avec le métier, la compréhension du besoin, l'imagination du produit final, les sujets d'intégration dans les processus métiers, ainsi de suite, avec l'accompagnement d'un data scientist aguerri qui va montrer un peu tous les problèmes qui peuvent apparaître ou voilà, les façons de contourner ces problèmes, de les résoudre.
Et donc, le pari, c'est qu'à la fin de cette période où la personne fait partie du programme, d'environ 1 an, on est en capacité à travailler sur des projets en autonomie en utilisant des concepts de data science. Alors, ça ne résout pas tout. C'est un projet de upskilling, donc les prérequis sont quand même des bonnes bases, soit en data analysis, soit en data science, et on devrait venir juste rajouter des compétences supplémentaires et ce qu'il faut pour vraiment délivrer des produits data science dans notre entreprise. Mais je laisse de façon volontaire des personnes entrer dans le programme alors qu'ils n'ont pas les bases. Ça peut être des personnes qui travaillent dans l'actuariat ou tout simplement des personnes qui travaillent au quotidien dans Excel et qui ont cette sensibilité et cette volonté d'aller vers la data. Je les laisse entrer parce que ces personnes-là vont acquérir quand même une compétence. Ils ne finiront pas experts ni en data analyse ni en data science, mais seront les ambassadeurs de la création de produits data chez nous. Et on a besoin de ces personnes disséminées partout dans les métiers pour faciliter le contexte projet pour la suite. Donc ces personnes-là, bon voilà, on peut adapter le programme. Ça nous donne cette malléabilité parce qu'on trouve tout. Donc moi, je suis présente pour les accompagner, les conseiller, les guider, leur demander, leur proposer les cours à réaliser et on trouve des sous-parties de projets adaptés à leur niveau. Donc ça, c'est une manière et on traite, on va dire, un niveau de compétences. C'est pas tout. Nous faisons également des formations de type sensibilisation que nous proposons dans les programmes de talent. Bon, les grandes entreprises ont toutes des programmes de talent. On explique comment on peut utiliser la data science chez les métiers parce qu'aujourd'hui, un des constats, c'est que bien souvent, les métiers ont peur d'utiliser, ont peur de devoir passer du temps, peur de perdre leur travail. Peut-être il y a tout un tas de peurs autour de la data science. Donc, on leur propose de comprendre comment on peut leur être utile. Et troisièmement, on s'est rendu compte qu'on a besoin aussi de sponsors haut niveau. Et donc, on a mis en place une formation avec HEC pour les managers. Cela sera sur 2 jours. Et donc, on prend des responsables de business line. On les envoie et ils reviennent ravis et avec plus de confiance dans ce que la data peut leur apporter. Je crois qu'il y a des questions. Oui, j'ai vu une question d'Alexandra qui était y a-t-il des prérequis pour accéder aux formations? Non, en fait, Coursera, bon, je ne suis pas là pour faire la publicité pour Coursera, mais moi, j'aime beaucoup cette plateforme. Justement, j'aime beaucoup parce qu'on peut faire une formation en, je ne sais pas, DataVis et l'outil de base, c'est du Python. On n'a rien à installer, tout se passe dans une interface web. Donc, on n'a pas de problématique de oui, mais est-ce que je vais pouvoir installer la version qui est nécessaire pour cette formation ou autre. Ou alors, si c'est du tableau pour de la DataVis, vraiment. Bref, très peu de contraintes. Et pour chaque cours, on observe quels sont les prérequis théoriques. Et on est guidé, on voit le niveau qui est dedans, on voit quelles sont les compétences finales qu'on devrait pouvoir acquérir. Et voilà, je dirais que les prérequis seraient d'allouer du temps de façon plutôt continue, parce que si on laisse passer trop de temps entre deux chapitres, on risque d'oublier et de ne pas avancer correctement. Et tu me parlais, moi, de justement la formation Dataiku par rapport justement à la formation Coursera. Toi, c'est quoi ton retour sur ça? Alors, j'ai intégré justement depuis le début de l'année des modules de formation et certification sur Dataiku parce que c'est notre plateforme de data science et data analyse et elle est justement... Elle touche à ce côté low code, no code, parce que des personnes qui ont juste les bonnes idées, les bonnes
la bonne compréhension de qu'est-ce que d'une machine learning pourrait faire sans coder du tout. Donc, on s'est rendu compte qu'il faut former nos collaborateurs et Dataiku propose ce qui s'appelle Dataiku Academy, vous pouvez le trouver. C'est une plateforme libre où vous pouvez prendre ces formations. Alors, pour vraiment pouvoir le faire, il faut avoir l'outil, donc soit avec une version libre d'usage pour quelques jours, ou alors vous l'avez vraiment acheté, l'outil. Et donc, c'est très bien organisé, c'est par objectif final. Donc, par exemple, le core designer, le premier niveau, qui est composé de quelques modules, plus une certification, vous donne déjà les clés pour commencer le premier projet dessus. Et on a des très bons feedbacks. Le tout dure à peu près 2 journées. Et après ces 2 journées, les personnes sont disponibles, comment dire, les personnes peuvent rentrer sur la plateforme et commencer à travailler sur leur use case. Nous, en plus de ça, comme on traite le onboarding sur cette plateforme d'une façon similaire au change management, donc on se dit c'est du change management, il faut accompagner ces personnes. On a tous les mardis matins 2 heures où un expert Dataiku vient et répond à toutes les questions des utilisateurs. Et c'est un des clés de succès de l'onboarding parce que voilà, on accompagne vraiment les utilisateurs de la plateforme et c'est une sorte de formation petit à petit tout au long de l'année. Okay. Et on a une autre question qui est: quelle est la différence entre data analyst et data scientist? Alors, data scientist, c'est celui qui va faire ce que Sarah vous a présenté en début de cette conférence. Donc, on parle de prédire. On observe ce qui s'est passé et on essaie de prédire, donner des insights au métier pour améliorer leurs services, créer des nouveaux services. Mais voilà, on se projette à l'avenir. Alors que la partie data analyse, c'est regarder ce qui s'est passé jusqu'à maintenant pour tirer les insights jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va dire les clients qui achètent nos produits sont 7% des infirmières, 8% des autres métiers libéraux. Voilà, donc c'est décrire un état existant. Ok. Je vais prendre la dernière question, après je pense qu'on passera, sinon on va déborder. Comment vous gérez les problématiques d'éthique quand l'utilisateur ou le client est face à un bot? Les réponses venant d'une intelligence artificielle, elles peuvent ne pas être adaptées au contexte et c'est très frustrant pour un client qui se retrouve devant un mur et donc l'expérience utilisateur peut être mauvaise, donc impactant la société et son image. Du coup, je peux aussi répondre. Nous, dans l'idée, le plus important, en tout cas de notre retour sur la partie bot, ça va vraiment être la conception et donc de prévenir dès le début que ça va être un bot, donc il n'y a pas et de toujours demander si la personne est satisfaite de la réponse. Et ce qu'on recommande aussi, c'est que dès que la personne dit qu'elle n'est pas satisfaite, de passer à un humain. À l'heure actuelle, on peut pas, déjà, ça dépend des ressources de l'entreprise qui vont venir justement faire apprendre au bot de nouvelles phrases. Et c'est aussi dépendant des ressources internes. Donc, un bot, il est construit avec toutes ces contraintes-là. Et donc, le mieux, c'est d'avoir en fait à tout moment un humain qui peut venir reprendre la conversation. Et là, c'est du coup un gain de temps quand on a sa réponse immédiate et pas une insatisfaction parce que justement, quand on n'a pas de réponse, parce que justement, on va passer la main à un humain qui aura déjà les demandes passées, donc qui aura tout le contexte de votre question. Et donc, ça, c'est l'idéal, mais ça dépend bien sûr du budget de l'entreprise et de ce qu'elle souhaite y mettre dans son chatbot. Je ne sais pas si, du coup, Isabelle, Thierry ou Alexandra, vous voulez répondre à cette question? Tu as très bien répondu. Ok. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe du coup à la suite. Je vais partager mon écran juste pour la question. Hop. Parce que ça me permet de voir les réponses. Voilà. Donc, on va passer au côté justement comment maintenir un niveau d'excellence et répondre à une soif d'apprendre quand on est data scientiste confirmé. Et donc, pour nous en parler, Isabelle Hilali. Oui, donc en fait, ça fait une bonne transition avec ce qu'Alexandra vient d'expliquer parce que on peut se dire, tiens, c'est chouette, on a formé des salariés, on a fait du upskilling, reskilling et maintenant, ils sont devenus pour certains experts.
on va pouvoir s'arrêter là. Mais non, en fait, c'est encore pire que sur les autres métiers où on a quand même de plus en plus des réflexions sur comment on se forme tout au long de sa vie professionnelle. Sur les métiers de la data, vraiment, ça va beaucoup plus vite. Je dirais que chaque jour, il y a une nouvelle bibliothèque, un nouvel outil, une nouvelle façon de faire les choses. Et en fait, c'est un vrai casse-tête pour rester, ne serait-ce qu'à niveau, en fait, dans son domaine. Et je parle même pas de, si on fait de la computer vision et qu'on veut se mettre à faire du traitement de texte, et qu'on n'en a pas fait depuis, ne serait-ce que 2 ans, comment on rattrape les choses. Donc il y a d'énormes enjeux, en fait, à pouvoir apprendre en permanence. Donc il y a des choses très bien qui existent, hein. Moi, j'aime bien les meet-up, par exemple. Donc c'est ces rencontres plutôt informelles, souvent c'est des associations qui les organisent où les gens se retrouvent, en soirée pour échanger sur des papiers, voilà, sur un petit peu ce qui se fait de mieux, en tout cas pour partager des choses. Il y a toujours les cours en ligne, évidemment. Il y a des conférences qui, pour certaines, sont vraiment importantes, dans ces domaines-là. Il y a des livres, mais nous, on s'était dit qu'il y avait besoin d'inventer autre chose, et notamment un petit peu sur le modèle qui se fait dans l'artisanat, où on a ce modèle très français de compagnonnage, où on va aller apprendre avec quelqu'un qui sait faire. On s'était dit que c'était un modèle intéressant. Alors, on est obligé de le changer parce qu'en data science, il n'y a pas de maître. Et honnêtement, contrairement à des métiers où au bout de 30 ans, voilà, on sait travailler le bois d'une façon, enfin, on a un peu tout vu. En data science, ça n'existe pas, le maître. Alors, il y a des gens qui ont une super expertise très pointue sur un sujet, mais un junior va leur apprendre quelque chose d'autre. Donc, c'est ça voilà, on a ce modèle de compagnonnage, mais un peu réinventé, hein. Et donc, voilà, donc nous, en tout cas, c'est ce qu'on a imaginé avec un lieu. On est dans le centre d'intelligence artificielle de la Sorbonne où les gens se rencontrent. Et ça, en fait, le besoin, il est à la fois technique, parce qu'il y a tout un tas de choses à connaître, mais en fait, il va au-delà dans cette logique de formation, parce que finalement, surtout si on a une grande organisation, on a les moyens d'organiser un peu cette formation interne, parce que je dirais quasiment toutes les organisations qui ont une équipe d'une taille, je dirais, plus de 15-20 personnes qui travaillent sur la data, organisent leur propre échange d'expertise, en fait. Mais en fait, au-delà de ça, en termes de formation, c'est des métiers sur lesquels on a besoin d'être créatif. Alors, c'est pas toujours l'image qu'on a, parce qu'on imagine plutôt des métiers un peu geeks. Mais en fait, un très bon expert, il a évidemment besoin de comprendre le métier et d'être curieux, de s'intéresser à ça, c'est la base. Mais au-delà, de pouvoir en fait imaginer des choses avec un autre regard, avec d'autres données, c'est ce qui fait que en plus des compétences techniques de base, de la capacité à comprendre le métier, à collaborer, en fait, cette créativité, elle va faire une grosse différence. Et du coup, il y a besoin d'imaginer des rencontres un peu improbables. Je vais peut-être terminer un peu par ça, parce que je sais qu'il faut qu'on garde du temps pour les questions-réponses. Mais par exemple, nous, on avait une équipe de Vinci Autoroute qui travaille, qui sont vraiment très experts sur le traitement de l'image de mauvaise qualité qui bougent, donc des plaques d'immatriculation. Et ils ont vraiment une super grosse expertise. Donc, entre eux, ils se forment en permanence. Mais on avait organisé un atelier où au lieu de travailler sur leur dataset habituel, ils travaillaient sur un dataset du département d'égyptologie. Donc, pareil, image, mauvaise qualité. Et en fait, avec tout un tas de participants d'autres domaines, donc l'imagerie, par exemple, c'est important dans le domaine de la santé, dans plein de domaines industriels. Et du coup, être entre pairs avec des niveaux différents, c'est pas très gênant.
Il faut un petit langage commun au départ, hein, mais on peut avoir des niveaux différents, avoir des personnes qui nous questionnent et qui ont un regard totalement différent, qui utilisent d'autres jeux de données. En fait, pour moi, c'est une des clés de la performance des organisations. Donc voilà, du coup, c'est une des pistes d'exploration. En tout cas, c'est évident que si on a dans ces équipes des gens qui sont performants, un des seuls moyens de les garder, enfin, le sujet de la fidélisation, c'est un sujet pour tout le monde. Un des moyens de les garder, c'est justement de permettre cette ouverture. C'est vraiment, il y a évidemment toutes les questions de sens, etc., mais permettre ce développement des compétences et cette petite créativité, c'est vraiment une des clés à la fois de la performance et de la fidélisation des équipes qu'on a en place. Très bien. Est-ce qu'il y a une question avant sinon on pourra les regrouper à la fin aussi, mais s'il y a une ou deux questions, je vois que quelqu'un écrit. Alors, et cela va être un métier de rupture, donc pourquoi ne pas construire une IA de masse chargée de sujets et de faire valider par des personnes qui n'ont rien à voir avec le sujet? C'est aussi de créer des réseaux relationnels pour des métiers qui semblent techniques. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être mal comprendre la question, donc n'hésitez pas à compléter. En tout cas, je vois la question de créer des réseaux relationnels pour des métiers qui semblent techniques. Ce qui est, je ne sais pas si c'est ça la question, mais ce qui est certain, c'est que, en fait, les équipes de data scientists ne peuvent être utiles à une organisation que si ils sont totalement intégrés dans l'organisation et que si l'ensemble des équipes a compris à quoi ils servaient, est capable de devenir, déjà, s'ils sont capables de devenir intéressants pour le reste de l'organisation, c'est-à-dire que, je ne sais pas, quelqu'un qui est au juridique, par exemple, se dira « Tiens, mais cette équipe, j'ai envie d'aller leur parler parce que finalement, moi, j'ai souvent des clauses atypiques dans mes contrats et c'est hyper compliqué et puis en plus, souvent j'en loupe. Donc peut-être que maintenant que j'ai compris ce qu'il faisait, il serait capable de m'aider dans mon métier. Voilà. Et ça doit être valable pour tous les métiers. Donc la partie relationnelle, voilà. Alors oui, c'est ça. Du coup, la question, c'était un peu autre chose. Donc en tout cas, créer du relationnel et de la compréhension entre les équipes de data science et les autres, ça, c'est indispensable. Après, comment une entreprise peut créer ces réseaux de discussion entre data scientists? En fait, il y a plein de façons de faire. Il y a des outils qui sont souvent propres aux équipes data, qui vont être Slack, par exemple, ou autres. Mais en tout cas, des outils de communication un petit peu adaptés. Et puis après, il y a plein de rencontres, en fait, qui se font. Donc, ça peut être le jeudi soir, il y a, là, du coup, c'est au sein de l'entreprise et pas, c'est moins avec l'extérieur. C'est s'assurer que tout le jeudi soir, il y a un temps d'échange avec quelqu'un qui va présenter un sujet data science et comment il le traite, quel outil il utilise, le benchmark sur les meilleurs outils pour savoir si on a des algos biaisés ou voilà. Ça peut être aussi rejoindre Datacraft. Ça peut être rejoindre Datacraft si on a envie d'aller un cran plus loin dans l'ouverture et de voir comment les autres font et de s'en inspirer. Ok. Je propose qu'on passe à Thierry. Je partage mon écran, Thierry, comme ça il y aura tes slides. S'il te plaît, vous m'entendez? C'est bon? Oui, c'est bon. Hop. La première. Donc, c'est celle-ci. On va rester sur celle-là d'abord. Effectivement, je donnerai le top pour le passage au diapo. Alors, retour d'expérience. Je ne vais pas me prétendre expert en intelligence artificielle. Je suis un petit peu au nom de la communauté universitaire académique, là. Donc, on pourrait vous raconter plein de choses passionnantes sur l'IA par les enseignants en intelligence artificielle. Moi, mon métier, c'est de faire de la veille sur les innovations technologiques et en particulier pour comprendre, pour comparer tous les outils qui sont fournis par les EdTech. J'avoue qu'il y a encore
pas si longtemps, j'étais assez sceptique sur l'usage de l'intelligence artificielle, voire même critique, parce qu'il y a des discours un peu jusque-boutistes qui disent on va remplacer les enseignants par des IA, quoi. Et ça, je ne peux pas trop adhérer. Bon, voilà, je fais partir de ceux qui, d'abord, considèrent la bêtise naturelle. Comme ça permet de faire des petits jeux de mots et on travaille sur l'intelligence artificielle à partir de ça. Donc, ce qui m'a bluffé ces derniers temps, c'est clairement en tant qu'utilisateur, ces progrès pour la traduction automatique, pour la reconnaissance textuelle, donc la transcription. Et tout ça, on l'utilise en particulier pour créer les MOOC du CNAM qui sont réalisés dans mon équipe. Et souvent, moi, je suis vraiment nourri de science-fiction quand j'étais petit, quand j'étais ado. Je ne sais pas si... Je vais vous poser une petite question sur le chat, là, si vous voulez bien répondre, à savoir si je vous dis cerveau positronique, est-ce que ça vous évoque un livre? Donc, on prendra la première réponse bonne, évidemment, puisque donc les cerveaux positroniques, un livre, un auteur, et quelqu'un écrit. Donc, je regarde en parallèle. J'ai la vue sur le, Okay. j'ai la vue sur le chat et je pense que tout le monde l'a aussi. C'est bien Asimov et donc le livre Les robots d'Asimov. Et en quelle année? Ça devient dur là la question. Bon, c'est en 1968. Un peu plus que les années 50. Donc 1968, peu d'entre nous étaient nés. Moi, je savais à peu près parler, à peu près lire. Et si je vous dis HAL, H-A-L, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Oui. 2001 d'Odyssée de l'espace, exactement, c'est l'ordinateur intelligent de 2001, année 1968 aussi. Donc vous voyez, on est sur des concepts qui ont été vraiment dans le grand public, puisqu'à travers des films de science-fiction. Et ensuite, on a eu d'autres intelligences artificielles. Alors, je ne vais pas vous faire continuer le quiz, parce que ça va faire durer, mais type Skynet. Donc, ça, c'était Terminator en 1984. En préparant cette intervention, j'aime bien regarder les définitions. Je pense que Wikipédia, on a tous le réflexe d'aller regarder quand on a besoin d'un concept, quand on a besoin d'une définition. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous verrez que dans Wikipédia français, on n'a pas la traduction exact de Wikipédia anglais. Donc, ce sont les contributeurs. Il y a je pense, des écoles dans l'intelligence artificielle. Et en français, l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est mis en œuvre, les théories, les pratiques pour réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Alors qu'en anglais, une fois traduit, on est sur des notions de compétences cognitives pour des machines qui imitent les compétences cognitives, telles l'apprentissage, la résolution de problèmes, mais la phrase d'après, c'est dire que les chercheurs en IA actuellement, alors c'est la personne qui a contribué à Wikipédia qui le dit, décrivent les IA plutôt en termes de rationalité, plutôt qu'en termes d'apprentissage. Et ça, c'est intéressant parce qu'on se tourne vers le raisonnement. Et je peux aussi vous témoigner de quelque chose qui avait fait beaucoup couler d'encre sur le web et dans les conférences internationales, qui s'appelle l'adaptive learning. Dès 2015, dans les conférences aux États-Unis, c'était quelque chose qu'on pensait que c'était extrêmement prometteur avec du machine learning. Et en fait, aujourd'hui, le machine learning commence à émerger avec la puissance, et comme je vous disais, les traducteurs automatiques, s'ils émergent aussi, s'ils sont aussi bons, c'est parce qu'on a la puissance des ordinateurs qui a largement augmenté. Alors, pour apprendre les informations sur l'intelligence artificielle, sur la diapositive suivante, je vous recommande de suivre le MOOC du CNAM, donc, qui est sur la plateforme qui s'appelle France Université Numérique, FunMOOC, concurrente à Coursera.
Donc ce MOOC s'appelle l'intelligence artificielle pour tous, mais elle est quand même très tournée vers les managers, par notre grande prêtresse des MOOC, Cécile Dejoux. Et l'intérêt de ce MOOC, c'est qu'il est ouvert en ce moment. Vous pouvez tous vous inscrire, le suivre, puisque c'est un MOOC dit sur une longue durée. Cécile a ce parti pris de faire des MOOC, non pas sur 6 semaines, qui est le standard des MOOC, j'ai d'habitude, mais là, vous voyez, il fermera en mars 2023. Alors que si je vous parle du MOOC Deep Learning de Nicolas Thom, qui est vraiment très intéressant sur la partie réseau de neurones profond, mais là, il faut déjà avoir des connaissances en calcul différentiel. Donc, vous voyez, tout le monde ne va pas forcément prendre ce MOOC. Il y a des prérequis pour ce MOOC. Lui, il est archivé. Donc, malheureusement, vous ne pouvez pas accéder à ces ressources, sauf si, dans votre entreprise, vous demandez à ce qu'il soit utilisé en B2B, puisqu'effectivement, une des activités du CNAM, c'est de fournir ces MOOC-là, comme tout à l'heure nous disait Alexandra, pour la formation intra-entreprise. Donc, dans la diapo suivante, je voulais vous montrer quelque chose qui, au sein du CNAM, va être une des utilisations de l'intelligence artificielle. Alors, désolé Sarah, mais je vous fais de la pub, hein, c'est le chatbot IDETA qu'on utilise dans le portfolio du CNAM, qui s'appelle Mon e-parcours. C'est le petit bonhomme en bas à droite qui vous demande si vous avez besoin d'aide. Et là, on est en train de le faire évoluer, puisque on apprend en marchant, et effectivement, on est parti d'un arbre de décision, quelque chose de très simple, pour l'alimenter et faire en sorte que ce chatbot vous aide à monter votre portfolio de compétences. Sur la diapo suivante, je vous recommande aussi une conférence qui m'a bien marqué en mars 2022. Donc, c'est Luc Julia qui est venu au CNAM. Et d'ailleurs, la photo que vous voyez, je l'ai prise dans l'amphi du CNAM. Elle est pour ça qu'elle n'est pas de super qualité. Et donc, elle est tout droit réservée de Luc. Hein. C'est lui qui a bâti cette diapo, qui était un puzzle qui petit à petit s'est agencé. Et vraiment, c'était vraiment super pédagogique de nous montrer comment tout son discours évoluait et était avancé avec des pièces de puzzle qui s'affichaient sur cette diapo. Donc là, c'est le puzzle entièrement reconstitué. Donc, j'en tire vraiment des idées. Il y a une idée forte. Hein, il dit l'intelligence artificielle n'existe pas. Donc ça, c'est pour un petit peu poser la polémique. Mais surtout, il dit que l'intelligence, c'est l'intelligence augmentée. C'est-à-dire que les ordinateurs nous aident dans la prise en main des techniques d'intelligence artificielle. C'est pas, ils nous remplacent pas, ils nous aident. Et il prenait comme exemple le machine learning. Ça marche très bien sur les jeux d'échecs, jeux de Go. Moi, je suis d'une génération où j'ai entendu pendant de nombreuses années, jamais un ordinateur ne battra un joueur de Go. Et finalement, ça s'est passé. Mais ce qu'il nous a dit aussi, c'est que, par exemple, pour la reconnaissance de forme, on était très loin du compte. On nous vend un peu du rêve, hein, de dire qu'il y aura des machines qui seront totalement et complètement autonomes. D'après lui, non, on n'arrivera jamais. C'est quelque chose. Alors, est-ce qu'il le dit comme ceux qui disaient on n'arrivera jamais à battre un joueur de Go? On verra. Et dans la diapo suivante, ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui les limitations de l'intelligence artificielle. Elles sont dans la reconnaissance de forme. Et typiquement, vous prenez un enfant, il reconnaîtra un chat immédiatement, donc dès que vous lui montrez une photo, alors qu'un ordinateur, il aura un mal de chien, même si vous lui faites du deep learning par rapport à ça. Tout simplement parce que Luc Julia citait l'exemple que si on lui montre des photos de chats prises de nuit ou dans la pénombre, si on ne lui a pas fait le deep learning que sur des photos de chats en plein jour, il faut recommencer tout l'apprentissage. Et là, les CAPTCHA, et en préparant cette intervention, j'ai réalisé ce que voulait dire un CAPTCHA, donc je vous le partage, hein, puisque c'est une façon complètement automatique et publique de tester donc le test de Turing qui est faire la différence entre un être humain et une machine, et donc un robot.
un robot au sens les robots qui se baladent sur Internet et qui vont remplir automatiquement des formulaires et faire du spam. Là, quand on vous demande de remplir un formulaire, souvent on vous met un captcha. Et le captcha, typiquement, on vous dit, regardez, mettez-moi les feux rouges, les feux de signalisation dans la photo. Ce qui prouve que le robot en sera incapable. Ou alors, on met un texte qui est un petit peu ondulé pour que la reconnaissance de caractères fonctionne très mal, voire même une petite photo avec une plaque de rue, vous voyez, on dit 250. L'ordinateur aura vraiment beaucoup de mal à détecter alors un robot standard. Je ne dis pas qu'un ordinateur bien puissant adapté à ce traitement-là, mais un robot standard sera incapable de passer ce niveau de reconnaissance de forme. Sur la diapo suivante, je vais vous parler de ce sur quoi je travaille actuellement, qui est l'apparition du métavers. Alors ça, c'est le buzzword absolument qu'on entend partout. Qu'est-ce que le métavers? Je ne vais pas vous embêter avec ça au sens de la définition, parce qu'il y en a pas mal qui circulent. Bon. On peut dire que c'est une augmentation du monde réel, on peut dire que c'est des mondes immersifs. En tout cas, sur cette photo-là et cet article de Louis Rosenberg, il est question d'agents dans le métavers. Et en voyant cet agent, est-ce que vous pensez à un film de science-fiction? Je ne sais pas si dans le chat, on aura le film de science-fiction dans un temps parfait, Matrix, donc 1999. Et dans cet article, il nous dit que l'intelligence artificielle va être une techno qui sera extrêmement dangereuse dans le métavers. Pourquoi? Tout simplement parce que l'évolution des agents type Siri, Alexa, dans le métavers, ils vont être personnifiés par des avatars et au bout d'un moment, on ne fera plus la différence entre un être humain et on ne saurait pas si l'avatar avec lequel vous discutez dans votre monde immersif sera un être humain ou pas. Donc, vous imaginez bien, avec toutes les dérives possibles de vous faire acheter des choses, ça c'est le moindre mal, mais surtout de vous convaincre d'opinions politiques, de vous passer des fake news, etc. Et il dit qu'il faut mettre des pare-feux juridiques, il faut carrément réguler le métavers par rapport à l'usage de l'intelligence artificielle. Donc, voilà, je finirai sur l'intelligence artificielle. Le but, c'est, du moins, ce qu'on nous prédit, c'est la singularité technologique, hein, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on aura une croissance incontrôlable, irréversible, avec des changements que les machines introduiront dans la civilisation humaine. Donc ça, c'est assez flippant, n'est-ce pas? Et ces créations de super-intelligence à partir des intelligences artificielles actuelles. Et ça, c'est un film que je vous recommande qui s'appelle Transcendance, donc en 2014, et donc par le même réalisateur dont j'ai pas noté le nom, qui a fait Inception, qui est aussi un chouette film sur les mondes immersifs. Donc, Transcendance, c'est une intelligence artificielle qui évolue parce qu'on a transmis le cerveau de quelqu'un dans une machine. On a dupliqué son cerveau dans une machine et en plus, il déploie des forces avec des nanomachines. Donc, pour finir, je me suis amusé avec mes très pauvres talents graphiques à parodier une chromolithographie, qui date de 1910. Donc en 1910, on imaginait 90 ans après ce que pouvait être le futur. Donc il y a une série de chromolithographies que vous trouvez à la BNF et en ligne. J'ai pas mis le lien, tiens d'ailleurs, mais si vous mettez dans un moteur de recherche ces chromolithographies, vous trouverez celle-ci qui était imaginer ce que sera l'enseignement du futur. Avec des casques et on mettait des livres dans une machine, on tournait une manivelle et on apprenait automatiquement. Donc moi, je me suis amusé à faire une machine qui est en fait un ordinateur puissant pour faire de la réalité virtuelle avec tous les apprenants qui ont des casques de réalité virtuelle. Et c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement au CNAM. Voilà, donc dans la dernière diapo, merci de votre attention. Je signale aussi il y aura des futurs métiers sur l'intelligence artificielle. Donc, si je
si je regarde plus loin sur les métiers du métavers, sur les infographistes, les développeurs XR, les ergonomes, les interaction designers, on existe déjà, mais il faudra aussi, pour nous, pour les formations des ingénieurs pédagogiques à l'aise avec ces technologies de monde immersif, il faudra donc des juristes du métavers et aussi des physiciens quantiques qui vont faire des ordinateurs quantiques, puisque c'est ça qu'on nous prédit. En ce moment, c'est Vivatech, porte de Versailles à Paris, et j'ai été surpris sur le stand à côté d'une autre, il y a déjà le CNRS qui produit des composants, qui produisent des photons un par un pour des ordinateurs quantiques. Et donc, cette puissance de calcul phénoménale, elle va avoir un impact immédiat sur ces technologies d'intelligence artificielle. Et voilà le petit clin d'œil avec la mascotte d'IDETA qui est le tanuki. Un peu plus réel que la nôtre. Oui, mais c'est évidemment. Alors, je n'ai pas vu les questions. Oui. Merci pour Christopher Nolan. J'aime bien. Et je pense qu'il faudra aussi des coiffeurs et des stylistes dans le métaverse. Alors, c'est effectivement dans la partie business et blockchain, NFT du métavers, on nous prédit déjà dans l'intervention de Zuckerberg en octobre dernier, quand il a dit Meta, Facebook devient Meta et on va vous faire un métavers pour tout le monde. Donc ça, c'est terrifiant. Il dit il y aura des métiers qui sera créer des avatars, construire des maisons dans le métavers. C'est pas du tout ce vers quoi on pense pour l'université, puisque nous, on veut faire une métaversité pour apprendre dans le métavers, et qui, elle, sera pas du tout avec des blockchains et de la commercialisation. Mais c'est vrai que toutes les marques, là, de toute façon, de luxe, parce que on va dire qu'ils sont encore plus friands, s'y sont mis dans les métavers. Et d'ailleurs, ils ont les premiers soucis où il y a des copies. Il y avait une personne qui avait fait un pack, je ne sais plus de quelle marque, et en fait, il y a eu, à qui appartient la création là? Est-ce que c'est la personne qui l'a designé? Enfin bref, ça pose deux problèmes. Mais il y a aussi des banques qui ont des espaces, il y a tout le monde s'y met. Après, c'est une illustration, je trouve, assez intéressante d'une expression américaine que j'aime bien, FOMO, Fear of Missing Out, où tout le monde se dit voilà, je suis pas sûre d'aimer, ne serait-ce que du fait de l'impact environnemental, et surtout quand en parallèle, je suis en train d'expliquer comment je suis une entreprise à mission, mais j'ai peur de rater quelque chose, et donc c'est assez intéressant, je pense, les dilemmes. C'est justement une question. Quid de l'impact de toutes ces technologies? Est-ce un sujet qui est pris en main dans les réflexions que vous captez et dans vos propres travaux? Alors, pour moi, c'est pas juste une question concernant la data, l'IA. On peut partir de vraiment la partie physique de ce qui est virtuel. Je m'explique. Les serveurs, la consommation d'énergie, tous les circuits de refroidissement et tout ça. Et voilà, chez nous, voilà, chez BNP Paribas, ça c'est pris en compte depuis des longues années où voilà, il y a des systèmes qui sont pensés avec l'attention à l'environnement depuis la construction. Mais voilà, aujourd'hui, on a de plus en plus de capacité de calcul de l'impact environnemental. Cette capacité nous permet de comprendre notre impact. Et ensuite, en connaissant les impacts, on peut mettre ces impacts dans la balance des retours sur investissement, de quel est le coût. Aujourd'hui, le coût d'un système n'est pas seulement le coût de sa création, mais le coût aussi des externalités négatives, de tout ce que ça génère comme impact humain, environnemental. On le prend en compte, mais finalement, moi, je n'ai pas de connaissance de quelque chose transverse ou inter-entreprises. Voilà, on en prend en compte, nous, parce qu'on est une entreprise engagée sur cette voie de protection de l'environnement. Mais après, il y a toutes les idées aussi de suppression de données. Enfin, ça devient de plus en plus important parce que de toute façon, il y avait eu
Enfin, au tout début de la création, enfin, presque d'internet, il y a eu cette envie de stocker, et au final, enfin, parmi les data centers, il y en a très peu qui sont utilisés. Et donc, il y a pas mal de réflexions déjà sur la suppression des données, enfin, des données passées. Ah. Il y a aussi maintenant le RGPD aussi qui font Oui, que ça va. alors on a la chance qu'en Europe, on ait le RGPD et voilà, je peux vous dire qu'en tout cas pour les grandes entreprises, c'est appliqué et c'est un vrai sujet traité intégralement. Les données de rétention nous donnent des défis et des challenges de comment cela peut être géré en interne. Je vois Nous, qu'il y je a peux te dire aussi, des- c'est des sujets sur lesquels du coup, nos membres réfléchissent beaucoup. Je peux donner des exemples. On a par exemple régulièrement des ateliers sur l'apprentissage avec très peu de données. Donc des fois, c'est parce qu'on n'a pas le choix, mais des fois, c'est aussi parce qu'on a envie de voir si on peut faire la même chose avec moins de données. Donc là aussi, c'est intéressant de comparer une approche de quelqu'un qui va travailler sur des maladies rares ou dans la défense, sur des sujets où il y a très, très peu de données, et puis d'autres qui ont des gros jeux de données, mais que la thématique intéresse notamment pour plein de raisons, mais aussi pour des raisons d'impact environnemental. Et puis toujours dans cette veine, on a tous les mois des soirées pour, là du coup, plus pour les managers. Et justement, on a plein de membres qui nous ont dit, nous, on se questionne pour savoir s'il y a des nouveaux métiers là, à la croisée entre data et RSE. On a vu qu'il y avait quelques boîtes un peu emblématiques qui avaient fait des recrutements, genre Chanel par exemple. Est-ce que c'est de la com ou est-ce que ça a du sens? Parce qu'en même temps, dans nos équipes, ça intéresse les gens. Donc, et ça veut de quoi on parle. Donc voilà, en tout cas, il y a plein de réflexions sur ces sujets-là. On a un petit peu débordé. Je suis désolée, je vois qu'il y a que les personnes commencent à avoir faim ou à partir ou à avoir d'autres rendez-vous. En l'occurrence, mon ventre gargouille. Mais du coup, ce que je vous propose, c'est de toute façon, on a enregistré, donc on pourra vous envoyer la vidéo. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez nous contacter, que ce soit l'un d'entre nous, n'hésitez pas. Je vois que Thierry a dit que c'était sur LinkedIn, son format de prédilection. Mais donc, voilà. Merci beaucoup d'être venu et merci beaucoup pour vos questions. À Au revoir, bientôt. merci. Merci. Bonne journée. Au revoir.